votre attention s'il vous plaît, on va rattaquer la discussion de cet après-midi. Donc je vous rappelle que aujourd'hui, à l'initiative des Gilets jaunes, on a invité deux intervenants, Étienne Chouard et Christian Lauru, pour parler de démocratie et débattre. Donc, je vous refais une petite introduction par rapport à où on en est. Donc, ce matin, il y a eu une présentation chacun d'une demi-heure où ils ont pu exposer leur point de vue sur la démocratie. Et cet après-midi, en fait, les Gilets jaunes voulaient mettre l'accent et le focus sur une question qui est centrale, qui est c'est très bien toutes ces belles idées, mais comment on fait pour les mettre en place? Quelle stratégie à adopter pour arriver finalement à un changement de régime, à une meilleure démocratie, une vraie démocratie comme on a entendu. Donc ce que je vous propose, c'est d'organiser cette discussion qui durera environ 1h30 en 3 temps. Donc un premier temps qui va être une synthèse de ce qui a été dit ce matin. Et il y a une idée qui a émergé qui est intéressante, donc qu'on a décidé de poursuivre, c'est de faire en sorte qu'en fait cette synthèse soit faite directement par les intervenants, en fait en essayant de jouer un petit jeu qui est de dire que chacun leur tour vont essayer de résumer leur point de vue, le point de vue de l'autre entre guillemets, donc essayer de décrire qu'est-ce que le contradicteur a comme point de vue et peut-être exhiber, sortir un ou deux points sur lesquels il y a le plus, selon eux, le plus gros point de désaccord. Ça peut être une bonne façon de commencer cette synthèse. Ensuite, il y aura un temps de débat qui va se poursuivre, et on va bien sûr prendre aussi des questions et des interventions dans le public, avec, comme tout à l'heure, le principe d'un tour avec des numéros. Donc voilà, on va reprendre à peu près où on en est, donc sachant que cette fois-ci les questions portent plus sur la partie stratégie. Et voilà, ce qui a été décidé aussi, c'est pour pas frustrer ceux qui n'auront pas eu le temps de poser leurs questions, parce que voilà, on est limité par le temps, vous êtes quand même nombreux, donc c'est assez difficile. On proposait en fait que si vous avez des questions, de les noter au dos de votre petit carton. Ensuite, à la fin, on les récoltera. Je pourrais les lire à haute voix et même si les intervenants pourront pas y répondre directement aujourd'hui, ils pourront y répondre éventuellement sur leur blog ou dans une prochaine vidéo, ou pourquoi pas dans un prochain débat, en se rappelant que la question a été posée aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que tout le monde a compris. Donc voilà, je vous rappelle que là c'est la question de quelle stratégie pour changer de régime. Alors je vais donner quelques petites pistes pour peut-être donner quelques branches sur lesquelles les invités pourront se raccrocher. Donc on pourrait se dire qu'il y a la piste, est-ce qu'il faut suivre une piste légale, c'est-à-dire essayer de transformer les choses via les institutions existantes. Mais là, on pourrait me dire, oui, mais si on fait ça, quelque part, les gens qui sont au pouvoir, ils ne nous laisseront pas faire, ils ne nous laisseront pas changer les règles du jeu de façon à ce qu'elles soient défavorables pour, entre guillemets, les professionnels de la politique. Mais d'un autre côté, si on se dit qu'on va partir plutôt dans un mode contestataire, voire insurrectionnel, ça pose la question de la légitimité. Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres qui se contentent bien de ce système dit démocratique en vogue actuellement. Il y a peut-être aussi une notion d'échelle qui est importante à traiter, qui est revenue un peu plusieurs fois. Est-ce que peut-être l'endroit où c'est très facile et bien adapté pour faire des discussions, c'est peut-être l'échelle locale, avec des débats citoyens vraiment où il y a des gens du peuple. Mais dans ce cas-là, quid de prendre des décisions de nature économique, macroéconomique, voire géopolitique? Et en même temps peut-être après, est-ce que la bonne échelle
pour cette prise de décision? Est-ce que c'est l'échelle, pourquoi pas régionale, nationale, voire internationale? Donc voilà, c'est peut-être quelques branches sur lesquelles vous pourrez vous accrocher pour poser votre argumentation. Donc voilà, je laisse la parole à l'un d'entre vous. Qui veut commencer pour essayer justement de faire une petite synthèse de ce qui s'est dit ce matin? Étienne, Christian? C'est l'animateur qui décide. Ouais, si c'est moi qui décide, moi j'aime bien le hasard, pile ou face. Pile c'est Étienne et face c'est Christian. C'est pile. Donc voilà, Étienne, à vous. Alors, c'est intéressant et ça devrait, à mon avis, être une modalité de débat qui pourrait être généralisée. C'est intéressant de demander à chacun, après avoir débattu déjà un moment, de synthétiser pour un public la position de l'autre. C'est-à-dire nous obliger à faire de notre mieux pour bien comprendre le point de vue de l'autre, sans essayer de gagner, de l'écraser, mais déjà le comprendre son point de vue au point d'être capable pratiquement d'en devenir l'avocat s'il le fallait. Donc ça m'intéresse, hein. Comment est-ce que je vois le point de vue de Christian? Il me semble que Christian réclame la démocratie. On est obligé de dire démocratie directe sur une planète où le mot a été mis à l'envers et où le mot démocratie désigne une antidémocratie, un régime dans lequel le peuple est tenu à l'écart. Donc, il réfléchit à la démocratie directe, c'est-à-dire à la démocratie, c'est-à-dire un régime dans lequel le peuple décide de tout. Et pas seulement décide, mais réfléchit surtout, prépare et rédige tous les textes qui lui semblent importants sur le plan législatif, c'est-à-dire toutes les lois, toutes les normes de portée générale, sans limitation de durée et contraignantes. Toutes ces normes doivent être pas seulement approuvées, mais élaborées par tous. Et alors, pas exactement tous, il n'est pas fou, il ne demande pas 100% de participation, il sait bien qu'il y en a une partie des gens qui ne participeront pas, mais il demande qu'au moins la moitié des gens, donc un quorum, donc une quantité minimum en dessous de laquelle la délibération n'est pas validée, il pense, et il est pour l'instant sur la position d'un quorum à 50%. Et tout ce qui n'est pas sur cette ligne, pour lui, ressemble à Sieyès, qui était qui est l'icône, qui est le personnage conceptuel du voleur de pouvoir, du traître à la patrie, de l'ennemi du peuple. Imagerie que je partage, puisque pour moi Sieyès est un affreux jojo. Il faut comprendre aussi que, je ne vais pas ouvrir la parenthèse plus que le signaler, mais Sieyès n'a pas fait que ces horreurs. Il a aussi imaginé un régime constitutionnel dans lequel les pouvoirs ont à craindre de quelque chose, c'est-à-dire que il y a quand même des choses à tirer du travail de Sieyès. Hein. Ça fait quelques années qu'on se sert de Sieyès comme tête de Turc, parce que c'est vrai qu'il a dit des horreurs, c'était un démophobe, un ennemi du peuple, mais il a des réflexions sur l'intérêt général dont on pourrait mais je ferme la parenthèse là. Alors, donc comme point d'accord, évidemment, je le rejoins tout à fait dans l'idée que c'est au peuple de décider. La souveraineté ne se partage pas, la souveraineté ne se délègue pas. Comme dirait Rousseau, toute loi qui n'a pas été approuvée par le peuple est nulle. Ce n'est pas une loi, dit Rousseau. Donc je suis assez d'accord avec ça. Et donc ça converge avec tout ce que je fais, je trouve. Le point de désaccord, c'est que, à mon avis, mais peut-être que des démonstrations, des laboratoires, des expériences me montreront que je me trompe, mais de ce que j'ai compris de ce que veulent mes congénères humains, et je ne pense pas qu'à ceux qui viennent à mes conférences, si vous voulez, je sais bien que ceux qui viennent
me voir travailler ensemble sur les chantiers ne sont pas représentatifs de toute la population. On est des activistes, on est des gens qui nous donnons plus de mal que le reste des humains pour ce qui concerne la politique. Les autres humains, alors pour des raisons qui peuvent changer, je sais bien que si l'environnement change, ces humains-là vont changer, mais ils vont pas tous changer. Il y a beaucoup d'humains autour de moi, je vois bien qu'ils ne sont pas du tout, qui ont aucune appétence politique, ça les intéresse pas du tout. Mais je dis c'est le bien commun. Ouais, j'en ai rien à foutre du bien commun. Laisse-moi regarder mon match de foot, je m'en tartine totalement. Et quand je reviens à la charge, il me dit bon Étienne, faut que tu arrêtes de me parler de ça, sinon on se voit plus jamais. Donc et je crois qu'ils sont nombreux et à mon avis c'est un petit peu optimiste de penser que les humains ont envie de la démocratie directe. D'autre part, ça me paraît complètement inaccessible, même pour moi qui me dévoue complètement à la réflexion sur le bien commun, qui ai l'habitude de réfléchir à tous ces textes arides parfois, parce que je vois le bien-être général à l'horizon. Même pour moi, je ne me vois pas réfléchir à toutes les lois. Alors, j'imagine les autres qui s'occupent même pas du bien commun de près ou de loin. Donc, ça paraît pas réaliste sur le plan de l'envie de faire, mais même sur la possibilité de le faire. C'est-à-dire que je vois le temps que les gens qui se donnent du mal pour bien réfléchir à une loi, ils se passent toute leur vie pendant un mois, et puis après ça, on prend la loi, et après ça, ils vont réfléchir à une autre loi, mais ils réfléchissent pas à toutes les lois en même temps. Bon, donc il y a une inappétence et une impossibilité pratique faute de temps qui, à mon avis, sont pas prises en compte dans ce que dit Christian. Et par contre, je trouve que ce matin est apparu un compromis avec l'idée des commettants qui me paraît, et Nicolas, je le vois plus, mais bon, il est peut-être parti, mais Nicolas soulignait l'idée des commettants. Alors les commettants, c'est les patrons. Hein, c'est le vieux français. En vieux français, les commettants, c'était les patrons, et les préposés, c'était les ouvriers. Et en droit, on utilise ce mot-là pour dire que les commettants, donc les maîtres, sont responsables pour leurs employés. Quand les employés font des bêtises, l'employé conduit le véhicule de l'entreprise, il a un accident, c'est pas la faute de l'employé, c'est la faute de l'entreprise, c'est la responsabilité du commettant pour ses préposés. Et le mouvement des commettants, il donne ce nom commettant aux électeurs, en disant on n'est pas électeurs soumis, on est des maîtres, on est les souverains. Et ce que soulignait Nicolas ce matin, c'est que nos deux points de vue, Christian et moi, sont défaillants en ceci qu'ils ne prennent pas compte, ils ne tiennent pas en compte la complexité de l'objectif législatif, l'objectif du législateur, et qu'on serait quand même bien plus malin de créer des assemblées tirées au sort, dédiées, chaque assemblée serait dédiée à un sujet pour le traiter correctement, non pas avec des experts, non pas avec des élus, mais avec des simples citoyens, pris au hasard sur la technique scientifique de l'échantillon représentatif, qui est une technique mathématique fonctionnelle qui a des propriétés de représentativité qui n'existaient pas, ce concept n'existait pas au XVIIIe, ni même au XIXe, il est apparu au XXe. Échantillon représentatif, il y a un concept, là, il y a un outil statistique qui nous permet d'imaginer des solutions, des institutions nouvelles que ne pouvaient pas penser nos parents. Et donc, voilà. Et donc avec cette idée-là, il me semble que des gens qui nous ressemblent, et parce qu'ils nous ressemblent, on règle quand même beaucoup de problèmes dans les corruptions du système actuel. Des gens qui nous ressemblent prépareraient les lois en se concentrant, en mettant le temps sur une loi. Puis je suggérais à Christian, et ces gens-là ne prendraient pas la décision, parce que ça insupportait Christian, en disant non, c'est pas à eux, on est en train de s'en remettre à d'autres à nouveau. Christian disait, il faut qu'on puisse décider. Et il me semblait, comme compromis, de dire, ok, donc c'est toujours le peuple qui va décider, les assemblées tirées au sort dédiées vont préparer le boulot et nous présenter les projets de loi en nous présentant avec des controverses, des arguments du oui, des arguments du non, les disputes entre les deux.
Et puis c'est finalement nous qui décidons. Et puis il me semble avoir compris ce matin que Christian tenait bon en disant non, il faut pas seulement qu'on décide, il faut aussi qu'on délibère et qu'on écrive. Ce que je peux comprendre, puisque moi-même j'ai toujours dit l'important c'est pas qu'il vote une constitution, c'est qu'il écrit. Donc je comprends bien son point de vue quand il dit ça. Mais à mon avis, sur les lois, c'est presque inaccessible tellement c'est un gros chantier. Ouais, donc c'est ça, c'est un peu, si je peux résumer, un point de vue un peu pragmatique, et de dire en gros, on est trop nombreux, et plutôt que dire on doit voter tout sur tout à chaque fois, en fait, on doit se trouver une manière de d'élire des représentants qui vont être à chaque fois, on va dire, comme un espèce d'échantillon représentatif du peuple, c'est-à-dire sans conflit d'intérêts, etc., pour débattre et discuter de chaque projet de loi ou chaque sujet un peu indépendamment, parce que c'est pas possible que tout le monde parle sur tous les sujets et qu'on vote sur toutes les lois, sur tous les sujets. Si j'ai bien compris, ouais. C'est ça. Christian, là-dessus, une petite d'abord, en n'oubliant pas d'abord de reformuler un petit peu le point de vue d'Étienne et votre avis là-dessus. Alors, je partage l'avis d'Étienne déjà au départ sur l'intérêt qu'il peut y avoir que l'interlocuteur synthétise ce que vient de dire son contradicteur. Alors, je partage naturellement, à mon avis, ce qui est le point fort de l'argumentation, l'exposé d'Étienne ce matin, c'est son merveilleux et formidable réquisitoire contre la démocratie représentative telle qu'elle est actuellement. Je pense que personne d'autre en France, et notamment dans son dernier livre, dans son livre « Notre cause commune », n'a aussi bien décrit de façon polémique et en termes de critique à la fois très, très acerbe, mais aussi très, très argumentée, tous les défauts de la démocratie représentative, et notamment le défaut de la façon dont on nomme les représentants. Alors, les éléments de dissensus, par contre, n'ont pas été évoqués ce matin, parce que ce matin, on a parlé du RIC, on n'a pas parlé du tirage au sort. Mais je vais simplement en dire un petit mot, parce que ça viendra sans doute en débat dans quelques instants avec les questions. Le dissensus que j'ai avec Étienne sur cet élément-là, je vais parler ensuite du RIC, mais l'histoire du tirage au sort me paraît plus importante que celle du RIC. Autre sujet de débat également, c'est que on a une perversité des représentants qui est liée à la façon dont est écrite la Constitution pour désigner les représentants. Et donc Étienne imagine un système en quelque sorte qui va vertuiser les représentants. Donc on garde les représentants, mais on les nomme d'une autre façon, et de cette façon, les représentants deviendront vertueux, alors que la façon dont ils sont désignés actuellement fait que, et là je partage à 100% ce qu'il dit, fait que automatiquement ils deviennent pervers. Et on a un petit peu le même genre de raisonnement avec les lobbies, c'est-à-dire qu'il faut criminaliser les lobbies plutôt que de chercher à donc faire en sorte que les lobbies ne puissent pas émerger. Pour ce qui concerne le RIC, le RIC, d'abord, je pense avoir eu l'occasion de le dire une fois ou deux ce matin, le RIC, ça ne veut, à mon sens, pas dire grand-chose, en tout cas ça ne dit pas tout, parce qu'il y a autant de RIC, référendum d'initiative citoyenne, que de gens qui en parlent. Mais je connais quand même bien donc le RIC d'Étienne Chouard, qui ressemble au RIC de Yvan Bachot d'article 3. Ils ont travaillé ensemble, c'est très très bien. On ne peut qu'être d'accord, bien entendu, avec cette proposition. On ne peut, attention, quand je dis on ne peut être d'accord qu'avec cette proposition, si on nous oblige, alors je vais faire une hypothèse vraiment d'école théorique, si on nous oblige à rester dans le système représentatif, oui, bien sûr, dès demain, j'approuve, je vote et je milite avec Étienne pour avoir le plus vite possible le RIC. Ça permettra au moins, effectivement, aux citoyens de pouvoir, de temps en temps, influer sur la décision publique. J'ai dit aussi tout à l'heure ce que je pensais de la décision. Il ne faut pas confondre la décision dans le domaine opérationnel et
ce qui s'appelle élaborer une loi. Donc, oui, bien entendu, d'accord avec le RIC. Là où je suis moins d'accord, c'est sur la stratégie, c'est-à-dire que nous sommes déjà pas si nombreux à être impliqués de façon active dans la réflexion et dans l'action pour la modification institutionnelle, que si on concentre toutes nos forces uniquement pour obtenir cet outil intéressant qu'est le RIC, on risque sans doute de ne pas avoir suffisamment de force pour engager une action vers une transformation radicale, une bascule complète de la démocratie, de la constitution vers une constitution en démocratie directe. Donc, en termes plus clairs, je préfère vous proposer, vous suggérer de mettre toutes vos forces dans la bascule directe vers la démocratie directe, plutôt que de passer par une étape intermédiaire qui serait l'introduction d'une petite dose de démocratie directe dans la démocratie représentative actuelle, à savoir un élément, un outil technique institutionnel qu'on va ajouté dans l'article 3 et qui va permettre effectivement aux citoyens de proposer via le RIC une constitution en démocratie directe qu'ils auraient élaborée selon un processus à déterminer et qu'ils soumettraient au suffrage des Français au suffrage universel via le RIC. Donc c'est une question de stratégie, mais absolument aucune objection, bien au contraire, à ce que le RIC devienne un outil au service des citoyens en restant dans le système représentatif. Un mot peut-être. Tu dis, si on met tous nos efforts sur le RIC, il va nous rester peu de force pour la lutte pour la démocratie directe. C'est possible, mais c'est pas sûr du tout ça, hein, parce que le RIC, en fait, c'est une porte d'entrée dans une façon de penser. Ce qui est formidable avec le RIC, c'est qu'il est simple, tout le monde comprend à toute vitesse. Quand j'en parle dans le train à quelqu'un qui a jamais entendu parler de rien du tout de ça, je lui en parle en 10 minutes, il a compris que c'est un truc important qui va tout changer. Et en fait, c'est une façon de devenir constituant. Et si tu veux, juste après, en même temps que tu commences à penser au RIC, pratiquement dans la première demi-heure, déjà tu penses aux médias, parce que sans les médias, le RIC va être dangereux. Juste après, tu penses à la monnaie. Juste après, tu vas arriver à l'écriture des lois. C'est-à-dire qu'en fait, la réflexion sur le RIC, c'est comme une façon progressive, pédagogique, d'amener quelqu'un qui est complètement éteint politiquement à quelqu'un qui va être complètement allumé politiquement, mais ça va se faire progressivement. D'autant que, j'insiste sur ce point, pour la plupart des gens que je rencontre dans le train, des gens éteints politiquement, l'idée de passer de zéro politique, zéro intérêt pour le bien commun, à toute ma vie à réfléchir à toutes les lois, c'est pas seulement impossible, c'est juste pas plaisant comme idée. C'est-à-dire que vous êtes bien gentil, mais j'ai pas envie, quoi. Et alors que le RIC, tout le monde en a envie. T'as 80, même 90% souvent des gens qui répondent dans les sondages depuis des décennies, depuis 30, 40 ans, à tous les sondages, à chaque fois qu'on demande ce que vous voulez le RIC, les gens disent oui. Donc si tu veux, c'est bien plus appétant, c'est bien plus facile comme moyen d'amener les gens à faire de la politique, sachant que derrière, les gens vont pas s'arrêter au RIC. Quand tu commences à réfléchir au RIC, tu commences non plus à penser aux lois qu'on doit prendre, mais à la façon de prendre les lois, une façon dans laquelle le citoyen est un adulte, il choisit les sujets et il vote, il tranche, il les lit plus. Et si tu veux, il y a comme c'est un apprentissage, tu vois. C'est pas, à mon avis, c'est une énergie qui est pas. Tu dis, il nous restera peu de force, mais je crois qu'il y en aura plus de force même après pour la démocratie directe. Donc, si je comprends bien, pour Étienne, c'est un peu un point d'entrée, quoi. Le RIC, oui. C'est pas une finalité, alors que Christian, lui, il est plutôt à se poser vraiment la question entre guillemets de qu'est-ce qu'on veut comme système à l'état final. Et donc, effectivement, là, ça reboucle un petit peu sur la problématique de cet après-midi qui est vraiment sur la stratégie.
voilà, est-ce qu'il vaut mieux une stratégie entre guillemets des petits pas pour petit à petit commencer les gens à les sensibiliser sur la démocratie. Alors peut-être, je sais pas, moi je peux peut-être émettre une petite objection à ça, c'est-à-dire même Étienne par exemple, vous-même vous le dites dans des vidéos, peut-être Christian aussi l'a dit, je sais pas, mais qu'en fait comment dire, il a dit dans un certain sens, puisqu'il dit que il y en a autant de RIC que de partisans du RIC. En fait, il y en a plein de différents. Et même Étienne l'a dit, c'est-à-dire qu'il dit, si on laisse les gens au pouvoir nous donner le RIC, en fait, ils vont nous donner un RIC inoffensif. Ils vont nous laisser décider, entre guillemets, sur les broutilles. Donc, quelque part, là, on boucle un peu sur la question de stratégie, qui est de dire, bon, bah, si on fait la stratégie des petits pas, un peu comme Étienne la propose, est-ce qu'on n'a pas un risque de se faire, entre guillemets, récupérer par le système, et que le système va nous dire bon bah voilà, je vous ai donné un RIC inoffensif, maintenant taisez-vous, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Je voudrais d'abord répondre à deux éléments qui a indiqué. Donc j'ai retenu deux choses dans ce qu'a dit Étienne. Le RIC en tant qu'ouverture à la réflexion citoyenne, en tant que porte d'entrée vers une façon de réfléchir à la politique qui n'existait pas avant, et puis tout le monde n'a pas forcément envie tout le temps de s'occuper de toutes les lois. Alors, RIC, ouverture à la réflexion citoyenne. Les gens que tu rencontres dans le train, qui tu parles du RIC, qui comprennent tout de suite, et qui... Bon, certainement. Par contre, moi j'ai une porte d'entrée qui me paraît beaucoup plus importante, c'est les assemblées citoyennes locales. Et je vais tout simplement donner mon expérience de ces derniers mois dans les assemblées citoyennes locales, dans laquelle notamment nous avons décidé de jouer le jeu du grand débat national en traitant les 4 thèmes qui étaient proposés par la commission des grands débats, et 4 thèmes avec une trentaine de questions par thème. Nous avons dit nous allons nous amuser à répondre à ces questions, à nos idées, en déconstruisant les questions quand elles nous paraissent mal construites, en les dénonçant lorsqu'elles nous paraissent manipulatoires, etc., etc. Et à ma grande surprise, mais à grande satisfaction aussi, des gens qui n'étaient absolument pas des militants de notre bord, qui étaient des gens du coin, qui sont venus à ces réunions. On a organisé 9 réunions, il y en avait une par semaine, on a été couverts par la presse locale avec parfois des pages entières. Eh bien, ces gens, spontanément, lorsque notamment on parlait du thème démocratie et citoyenneté ou même du thème organisation de l'État, sont venus spontanément à dire mais ce dont on parle actuellement, c'est-à-dire le jugement qu'on porte, le jugement que nous portons sur ce que fabriquent nos représentants, ce que j'ai appelé ce matin les agissements de l'exécutif, eh bien, il faudrait que ça continue. Il faudrait qu'on continue comme ça à se réunir et à commenter avec parfois des approbations, très souvent des contestations, parfois des suggestions, et puis, en tout cas, pratiquement tout le temps, une série de questionnements. Et est apparue spontanément dans la bouche de ces gens-là la notion de comité citoyen de suivi. Et donc, sans qu'il y ait au départ une action militante d'un parti organisé ou d'un mouvement organisé comme le nôtre, eh bien, les gens spontanément, à partir du moment où on a dit il y a une salle à votre disposition et puis vous allez réfléchir sur les grands piliers de l'organisation sociétale, on dit mais il faudrait absolument qu'il y ait des instances de suivi citoyen et donc je donne cet exemple pour montrer que la porte d'entrée, bien entendu, il nous faut une porte d'entrée à la réflexion citoyenne, me paraît beaucoup plus puissante sur le modèle des assemblées citoyennes locales, et c'est des portes d'entrée qui fonctionnent, plutôt qu'en parlant du RIC. D'ailleurs, le RIC devient un thème, un sujet, une rubrique de la grande porte d'entrée qui est la réunion hebdomadaire ou bimensuelle en assemblée citoyenne. Le deuxième point que j'ai relevé dans ce que tu as dit, c'est
et tu en avais déjà parlé ce matin, et puis je sais que tu en parles aussi souvent, c'est tout le monde n'est pas toujours disposé à parler de toutes les lois. Mais qui a dit que tout le monde devait toujours venir dans toutes les agoras pour parler de toutes les lois? Alors tu dis 50% de quorum. D'abord, les lois ne vont être élaborées ou contestées que s'il y a une certaine partie des citoyens dans la multitude des agoras qui va être motivé pour le faire. Tout à l'heure, on a entendu Nicolas, je crois, des commettants qui disaient « mais nous autres commettants, on peut proposer ». Mais bien sûr qu'ils peuvent proposer. N'importe qui peut proposer dans la société civile. N'importe quelle association de réflexion peut proposer n'importe quoi. Il s'agit ensuite de recueillir un nombre de signatures requis, tel qu'on l'a proposé dans notre schéma, pour pouvoir ensuite être mis en débat dans les agoras. Donc, si une ou deux assemblées, ou que ça s'appelle assemblée ou groupe de réflexion de commettants, a un jour une proposition de loi et qu'elle recueille le nombre requis de signatures de validation, elle sera mise en débat et ensuite en votation dans les agoras. Donc il n'y a absolument aucune contradiction avec cela. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les lois ne sont votées, les lois ne sont élaborées d'abord que par des gens qui ont intérêt à les proposer, et on retrouve le côté vertueux du lobby. Elles ne sont ensuite envoyées dans le circuit des agoras que si elles recueillent une adhésion populaire de validation minimale. Et ensuite, elles ne sont votées que si on a le quota final de validation. Donc je ne vois là aucune contradiction, et ça veut dire que effectivement, les lois seront votées par des gens qui ont intérêt à ce qu'elles soient votées, dans la limite d'une trop grande proportion de ceux qui s'en contrefichent. Oui, mais attendez, Étienne, là, je voulais quand même rebondir sur quelque chose, parce que autant dans le point de vue d'Étienne, moi, je comprends bien qu'en fait, lui, son approche, elle peut s'inscrire dans le cadre légal existant, c'est-à-dire qu'on peut se dire, bon, bah là, à la limite, on est actuellement dans le système tel qu'on le connaît, il a des règles du jeu, alors on est tout depuis ce matin en train de dire que ces règles, elles sont truquées, qu'elles sont imparfaites, etc., et donc, du coup, de son point de vue, j'ai un peu l'impression que sa solution, elle peut aboutir dans le système actuel classique. Il suffit pour ça de faire gagner aux élections classiques, même si c'est difficile, c'est biaisé, il y a les médias, etc. Mais si on est suffisamment nombreux, on peut peut-être réussir à gagner aux élections et à imposer un système avec un RIC. Mais par contre, dans le cas de la démocratie directe, comment faire en fait ce lien là? Est-ce que c'est possible d'avoir une stratégie pour arriver à une démocratie directe qui soit dans le cadre de la légalité, ou est-ce qu'il faut forcément, on va dire, construire à côté, faire un système à côté, puis petit à petit, à la limite, dire à un bout d'un moment, bah non, c'est notre assemblée locale qui est légitime et vous, vos décisions, elles sont illégitimes, et d'aller en quelque sorte un peu au combat, quoi. Parce que bon, vous voyez un peu... Qu'est-ce que vous en dites de ça? Je ne sais pas si c'est à moi de prendre la parole, là. Peut-être, oui. Je ne sais pas. Ouais. Les deux, Arthur, oui. Les deux. On a identifié des fenêtres juridiques dans la Constitution actuelle parce que nous sommes à 100% légalistes. Nous avons, nous rejetons par principe, non pas émotionnellement ni pour des raisons d'éthique, nous rejetons par principe l'action violente, insurrectionnelle, ou même l'action qui pèse physiquement sur la vie des gens. C'est un objectif qu'on s'est fixé. Nous avons suffisamment, d'expertise constitutionnelle pour trouver la fenêtre juridique, même s'il est très étroite dans la Constitution actuelle, pour la modifier de façon radicale avec ses propres procédures. Voilà, ça c'est notre gageur. Bien. Parallèlement, alors ça se rapproche un peu du côté insurrectionnel dont va peut-être parler Étienne, je ne vais pas anticiper, c'est effectivement la mise en place parallèlement déjà d'assemblées d'un réseau
le plus large possible d'assemblées citoyennes locales qui n'ont bien sûr aucune validité et aucun pouvoir légitime inscrit dans la Constitution, mais qui, par le fait qu'elles vont exister et par le fait qu'elles vont produire des préconisations, des réquisitions, vont se mettre à peser petit à petit sur le fonctionnement de la représentation. Et à un moment, effectivement, il peut y avoir une bascule qui soit faite non pas par l'insurrection, mais tout simplement par... là, on est dans des phénomènes, dans une mécanique politique qu'on n'a encore jamais vue, mais puisque tu me le poses la question, je dis que pourquoi pas, c'est pas impossible que si il y a une multitude d'assemblées citoyennes locales qui pour l'instant n'ont aucun pouvoir vraiment écrit dans la Constitution, mais qui fonctionnent réellement et qui produisent régulièrement des réquisitions, des contestations, des suggestions par rapport à ce que fabrique à côté d'elle la représentation, il n'y ait pas une légitimité qui tout d'un coup soit reconnue de façon intuitive par le peuple et qui se passe quelque chose, une bascule qui soit à la fois non insurrectionnelle mais évidente. Bon, là, on est dans le domaine de l'imagination politique. Pour l'instant, on préfère nous s'en tenir à l'utilisation de l'article 11, mais plus précisément plutôt de l'article 89, qui nous permettrait de proposer une constitution en démocratie directe qui aurait été au préalable, bien entendu, débattue, argumentée et validée dans le réseau des assemblées citoyennes locales avec le nombre qu'on aurait pu faire, eh bien, de le proposer à la validation du peuple entier via le suffrage universel par un président qui aurait été élu par l'élection présidentielle. Voilà quelle est notre stratégie. Christian, si je peux me permettre, ce que tu viens de décrire, ça correspond exactement à ce qu'on disait tout à l'heure, puisque les assemblées locales, elles ne correspondent pas à 50% de la population. Aujourd'hui, les assemblées locales dont tu parles, elles sont pour l'instant encore comme nous, un petit nombre de militants, une espèce d'élite ouverte, où tous ceux qui veulent viennent. Mais c'est encore une toute petite partie de la population qui est en train de préparer un projet de constitution. Je ne dirais pas le mot élite. Hein. J'ai fait exprès. Ah oui, c'est comme pour CIS, hein, tu me renvoies le... Mais finalement, c'est une... moi, je peux... C'est mon droit, c'est ma légitimité. Enfin, j'ai la légitimité de la voir, moi, comme une élite. De voir ce petit groupe de citoyens comme des gens meilleurs que d'autres qui sont en train de réfléchir à la démocratie directe, ils donnent de leur temps. De mon point de vue, c'est des gens parmi les meilleurs de la cité. Ça, je peux le dire, même si je peux me tromper. Ce ne sont pas tes mots, mais ça peut être les miens. Et donc, c'est une petite partie de la population qui aujourd'hui est en train, dans ton esprit, dans ce que tu décris, est en train de préparer une constitution de démocratie directe et va la proposer au vote à tout le monde. Et tant que le vote n'aura pas eu lieu, ça ne vaudra rien. Ça correspond au compromis dont on parlait tout à l'heure, en aménageant les assemblées tirées au sort, imaginées par les commettants, loi par loi. Là, c'est la loi constitutionnelle, mais ce serait la même chose pour les lois législatives. Et tant qu'elles n'ont pas été validées, alors c'est pas ce que dit Nicolas, lui disait, chaque assemblée pourrait prendre la loi. Et puis moi je disais, mais on pourrait prendre cette organisation-là et en la combinant avec ton idée, et qui est l'idée de Rousseau, une loi qui n'a pas été validée par le peuple et pas une loi, on obtient le meilleur des deux. C'est-à-dire que tu as une série de gens qui nous ressemblent, tirés au sort, qui se concentrent sur une question, qui traitent la question le mieux possible. Ils font de leur mieux. Et comme ils nous ressemblent, nous n'aurions probablement pas fait beaucoup mieux. Pourtant, statistiquement, c'est quand même assez solide, il me semble. Et tant que nous n'avons pas validé par vote, ça ne vaut rien. Mais quand nous l'avons validé par vote, nous avons réfléchi là à un processus. Mais tu vois, ce que tu décris, toi, comme ta proposition institutionnelle, nous préparons dans nos agoras partout dans le pays. Elles sont en tout petit nombre. Mais nous préparons un projet de constitution démocratie directe. Et le jour venu, nous les soumettrons au vote des citoyens. Donc tu acceptes là l'idée que tous les citoyens qui auront voté, ils n'auront pas écrit la Constitution, c'est que les agoras qui auront écrit.
Et pourtant, tu vois, ça te convient, malgré le fait que tous ceux qui ont voté n'ont pas écrit. Oui. Et pourquoi ça ne vaudrait pas pour le processus législatif? Alors, je n'ai jamais dit et jamais écrit qu'il fallait que ce soit tous les citoyens qui écrivent la Constitution. J'ai même dit que peu importait qui écrivait la Constitution. Bah, tu disais qu'il fallait un quorum de 50%. Pour la voter. Pas pour l'écrire. J'ai pas entendu là. Il y a Gonaël qui nous dit c'est pas normal que les lois qui concernent les handicapés, par exemple, ne soient votées avec un quorum à 50% des gens, alors qu'ils connaissent rien au sujet des handicapés, quoi. C'est un débat, oui. Non, mais du point de vue des handicapés, on rentre dans les cas particuliers. C'est pas. Oui, mais qui ont une portée générale. C'est pas bon, c'est pas péjoratif. Attends, juste merci le public, s'il vous plaît, de pas intervenir parce que déjà vous avez pas de micro, donc personne ne vous entend. Voilà, non, mais je vais bien répondre à cette question spécifique, mais qui vient en collision avec ce qu'on était en train de dire. Mais oui, bon. C'est vrai qu'il y a des interventions comme ça. Non, mais c'est pas mal. Enfin... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que les interventions à la volée, moi je vous critique pas, madame, mais si en fait tout le monde se met à faire des interventions à la volée, ça va être compliqué. Donc moi ce que je propose, c'est qu'on finisse un petit peu là assez rapidement sur la partie débat, intervention, et ensuite on va passer rapidement là dans. Peut-être on peut demander au chrono là de nous mettre un petit chrono. Mais je répondrai à cette question tout à l'heure. Hein. De 10 minutes avant le public, et voilà, on pourra en parler à ce moment-là. Mais c'est vrai que si tout le monde se met à crier même des bonnes questions, hein, c'est pas un jugement sur la pertinence de la question, ça va être difficile. Donc oui, non, je répondrai à la question sur les handicapés. Bon. Voilà. Non, je veux terminer sur la Constitution doit absolument être écrite par tout le monde, voire par plus de 50% des... Bon. Ça, d'une part, je ne l'ai jamais dit, nous ne l'avons jamais dit, nous ne l'avons jamais écrit. On reproduit le schéma qu'on propose dans notre diagramme de démocratie directe, c'est-à-dire qu'on a des initiatives, des gens qui proposent, des personnes individuelles ou des groupes qui proposent des choses. Là, ça va concerner non pas un projet de loi, mais ça va concerner un projet de constitution. Bien. Il peut y avoir un projet, deux projets, un projet ici, un projet là, un certain nombre de projets qui vont aller à la pêche aux signatures pour être éligibles au débat en agora. Bien. À partir du moment où tel projet aura été éligible au débat en agora, on va débattre dans toutes les agoras de France, on va débattre du projet. Un débat éclairé pendant un temps suffisamment long, effectivement, pour que chacun ait pu s'exprimer dessus. Et puis, ensuite, il y aura une votation. Et donc, s'il y a plusieurs projets, il peut y avoir une votation préférentielle, effectivement, pour tel ou tel projet. Donc, nous n'avons absolument jamais parlé d'une condition nécessaire que le projet soit validé au départ dans sa conception par une majorité importante pour qu'il soit soumis au débat. Voilà, ça fait, il me semble, une différence assez significative et qu'il faut bien préciser, sinon il y a des confusions, on sait plus de quoi on parle. Mais juste... Excuse-moi. Non, mais c'est super important parce que c'est rare qu'on ait la possibilité de discuter sur les modalités d'élaboration de la loi comme ça. Donc, les assemblées, les agoras dans lesquelles on va discuter sont des assemblées dans lesquelles les gens qui participent sont des gens qui veulent. On ne vient que si on veut. J'attire ton attention et sur si on n'est pas assez nombreux, on va nulle part. J'attire ton attention sur le fait que ces gens-là vont avoir le pouvoir de rédiger les lois. Et parce qu'ils le veulent. Parce qu'ils le veulent,
ton organisation fait qu'ils vont pouvoir élaborer, préparer la loi qui sera ensuite soumise au vote. Or, il se trouve que le tirage au sort nous met à l'abri de ça. Pourquoi à l'abri? Parce que ça fait 1500 ans qu'on sait qu'il ne faut pas donner le pouvoir à ceux qui le veulent. Platon déjà disait que la pire chose qui puisse arriver à une cité, c'est de donner le pouvoir à ceux qui le veulent. Alors je sais bien, non, je te dis, de la même façon que, si tu veux, même des gens comme toi et moi qui sommes complètement, on est dévoués, mais si tu veux, les gens qui aspirent à décider doivent être comme, en tout cas c'est une idée, que ces gens-là doivent être comme tenus à l'écart de la préparation ou surtout de la décision. Et quand tu dis, s'ils le veulent, ils peuvent venir participer, c'est comme si tu acceptais les candidats là. Alors que quand tu tires au sort, Christian, tu as littéralement n'importe qui, et notamment, massivement, des gens qui ne voulaient pas, qui s'y retrouvent et qui s'y collent. Et c'est ça l'avantage de la procédure de Testa. C'est qu'on donne la responsabilité de réfléchir à des sujets communs à des gens qui n'avaient même pas envie. Et une observation humaine depuis des millénaires, c'est que les gens bien, les meilleurs d'entre nous, sont souvent des gens qui ne veulent pas du pouvoir. Et quand on a une procédure qui donne accès, tu vois, qui fait une place à la volonté, d'une façon ou d'une autre, tu vas te retrouver avec des candidats. Alors qu'avec le tirage au sort, tu te débarrasses de ce biais. Qu'est-ce quel effet ça te fait, ça? Confusion toujours entre exécutif et législatif. Je parle que du législatif, là. Confusion toujours entre exécutif et législatif. Tu dis, et là je suis d'accord, c'est pas les gens qui exercent le pouvoir qui doivent faire les lois. Bon, qui doivent écrire la Constitution. Oui. Alors, restons sur le processus constituant, effectivement. Les gens qui écrivent la Constitution, c'est le peuple. Mais c'est pas ensuite lui qui exerce ce pouvoir que nous on appelle fonction, qui s'appelle exécutif. Donc, le peuple qui va faire la Constitution, et qui peut la faire et la défaire en permanence, c'est pas lui qui va mettre en œuvre le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le pouvoir d'exécuter les lois. C'est ça la confusion. Et le peuple va faire la Constitution, le peuple va faire les lois, mais c'est pas lui qui va les mettre en œuvre. Donc il n'y a absolument pas de confusion du pouvoir, et il y a justement séparation des pouvoirs de façon absolue, ce qui n'est pas le cas avec des représentants, et c'est l'article 16 de la DDHC que tu connais aussi bien que moi, qui dit qu'un État une constitution qui ne précise pas de façon claire la séparation des pouvoirs réputée n'a pas de constitution. C'est pour ça que tu l'appelles l'anti-constitution. Moi, je préfère dire la non-constitution. Enfin, ça, c'est un détail. Donc, on a d'un côté le législatif, c'est les gens, toi et moi, les citoyens, et uniquement les citoyens, et ces gens-là ne mettront jamais en œuvre les lois. Ils les font et c'est tout. Et à côté, nous avons l'exécutif, donc séparation des pouvoirs, des gens qui vont exécuter les lois. Exécutif, j'exécute les lois, j'exécute, je ne fabrique pas. Donc, c'est tout à fait dans le respect de l'article 16 de la DDHC qui dit qu'il doit y avoir séparation vraiment hermétique entre ces deux pouvoirs. Mais je parlais pas de confusion des pouvoirs, hein. Je parlais du biais qu'il y a chez les gens qui aspirent à s'occuper du bien commun, qui veulent s'occuper du bien commun par rapport à n'importe qui. Quand tu acceptes que soit des acteurs politiques, parce que s'ils rédigent les lois, ils deviennent des acteurs politiques. Quand tu acceptes que ce soit des candidats, que ce soit les gens qui le veuillent, qui y accèdent, tu t'exposes à un biais dont te protège le tirage au sort. C'est ça que je voudrais arriver à te faire rendre sensible, c'est que le tirage au sort va nous donner des penseurs politiques, des gens qui vont être amenés à penser le politique sans qu'ils y aient été candidats. Et ça, alors, je suis pas sûr de ce je suis pas sûr de ce que je te dis au sens, je réfléchis là-dessus, mais je voudrais avoir ton sentiment sur le côté protecteur que ça a de donner le pouvoir de réfléchir aux prochaines lois à des gens qui ne voulaient pas le faire. De façon à ce que... Parce que sinon, tu vois, dans nos assemblées, tu vois bien que dans les ateliers, très souvent, tu as une partie des gens, parmi les activistes,
qui donnent leur avis sur tout, qui veulent décider de tout, qui sont hyper actifs intellectuellement. Ils sont pas mal intentionnés, hein, ils pensent au bien commun. Mais tu vois, ils voudraient tout décider à la place des autres. Et le tirage au sort, en quelque sorte, il nous protège de ces gens-là. Il donne accès à des gens qui sont modestes, mais qui sont trop modestes, parce qu'en fait, c'est des gens bien, des gens qui, quand ils s'occupent du bien commun, ils s'en occupent très bien. Ils sont modestes. Et le tirage au sort donne le pouvoir en grande partie à ces modestes. Tu vois ce que je veux dire ? Après, moi, je fais juste une petite aparté. Donc, dans 2 minutes, on va passer aux questions. Moi, j'ai quand même été mandaté par les Gilets jaunes sur une question qui est centrale chez eux. C'est la question de légal, pas légal. Est-ce qu'il faut, comment on fait, quelle stratégie là ? Et j'ai l'impression qu'en fait, vous y avez pas forcément répondu, quoi. Oui, c'est-à-dire que voilà, vous êtes parti sur autre chose. Donc moi, en gros, si je peux résumer en 2 points, c'est que moi j'ai l'impression que si on joue le jeu légal, on est condamné à perdre parce que les règles du jeu sont truquées, qui vont nous diffamer dans les médias, on va pas avoir les moyens de se présenter aux élections, qui vont peut-être changer les lois au dernier moment quand on va presque en train de gagner, etc. Donc là-dessus, voilà, qu'est-ce que vous en dites ? Et le côté, très bien, si jamais on dit allez, on envoie tout péter, on fait le truc illégal, on fait le truc de notre côté, voilà, quelle légitimité on a ? Parce que comme vous l'avez tous dit, il y en a, ils sont au concert au lieu d'être aujourd'hui avec nous à parler de démocratie ou qui ramassent les champignons ou qui font autre chose. Et ils ont aussi le droit. Donc voilà, est-ce que à leurs yeux, on va pas être illégitime si en fait on rentre pas dans le cadre légal qui existe actuellement ? Moi je pense qu'effectivement, toute stratégie qui n'entre pas dans le cadre des lois actuelles, qu'elles soient critiquables ou même détestables, ça nous sommes d'accord, est vouée à être stigmatisée et pose problème. Mais je conçois aussi qu'on puisse le voir autrement. Bon, je ne vais pas me répéter, j'ai dit que c'était notre option de vouloir aboutir par les voies légales. Bon, ceci dit, je pense qu'on en a déjà parlé. Hein. La stratégie pour nous, c'est de passer par les élections, par l'élection d'un décideur, donc d'un président de la République, qui va pouvoir activer un référendum avec une constitution qui aura été vraie. Bon, mais ceci dit, je pense que c'est pas plus facile ou plus difficile, ça me paraît en tout cas aussi difficile d'obtenir le RIC par les voies légales que d'obtenir l'instauration de la démocratie directe par les voies légales. C'est pas plus facile d'obtenir le RIC parce que l'opposition à un changement, à une possibilité en tout cas de changement, parce que le RIC c'est une possibilité de changement, c'est pas un changement, où l'opposition à un changement radical va mobiliser toutes les forces des forces, puisque les forces, Étienne, tu le dis bien, vont toujours au bout de leurs forces. Donc que ce soit pour le RIC ou pour contrer le RIC ou pour contrer un référendum pour passer en démocratie directe, l'opposition va être aussi forte dans un cas comme dans l'autre. Alors, Étienne, et après on passe aux questions. Donc on était au 5, donc si la personne qui a le 5 est toujours là et se prépare, il va y avoir une personne qui va descendre pour donner le micro. Étienne. Alors, rapidement, Étienne. Rapidement, oui, promis, ça va être rapide. Serment d'ivrogne. Non, c'est pas aussi difficile d'obtenir le RIC que la démocratie directe. Je pense d'abord parce que la démocratie directe, comme je le disais tout à l'heure, il y a plein de gens qui ne veulent pas en entendre parler. Et quand c'est Apathy qui le dit, je comprends que tu le suspectes d'être de mauvaise foi, mais quand c'est moi qui te le dis, tu vois, c'est pas de mauvaise foi. Je pense vraiment, de tout ce que je vois, qu'on en est là. Les gens... Peut-être que ce sera pas plus la même situation dans 10 ans, dans 20 ans, une fois qu'on aura progressivement réappris à faire de la politique, repris le goût à la politique, une fois qu'on aura appris à nos enfants et que ce sont nos enfants qui, ayant pris l'habitude, vont avoir envie de la démocratie directe. Mais aujourd'hui, ça me paraît beaucoup plus loin que, tu vois, cette aspiration générale à la démocratie directe me paraît beaucoup plus loin que l'aspiration générale au RIC qui, elle est acquise. C'est-à-dire que dans tous les sondages, on voit que les gens veulent le RIC. Donc on y est déjà. C'est même pas un chemin, on y est. Les gens veulent le RIC. Donc, mais alors, difficile à obtenir. Oui, ça par contre, obtenir,
tu veux dire obtenir des élus, on n'obtiendra rien des élus. Voilà, nous n'obtiendrons pas notre émancipation des élus, il va falloir qu'on l'arrache, il va falloir qu'on la veuille. Même pas qu'on l'arrache, parce que c'est pas eux qui vont nous la donner, c'est nous qui allons l'instituer. Et à mon avis, c'est plus simple. Toi, tu dis c'est aussi difficile, mais moi je crois pas. Je crois que c'est plus facile d'instituer le RIC parce qu'il suffit de 2 articles. Un article sur les seuils, les modalités, et un article sur les médias qui vont avec. Il suffit de 2 articles, alors que la démocratie directe, c'est toute une constitution qu'il va falloir. C'est plus facile d'amener la population à s'entraîner à instituer le RIC que la démocratie directe. Et d'autre part, le RIC, il y a quelque chose qui nous est possible par le RIC, qui n'est pas possible avec la démocratie directe, c'est que nous pouvons, et c'est ce que font les Gilets jaunes déjà, nous pouvons organiser des RIC sauvages. Et c'est ça qui se passe partout dans le pays. Nous sommes en train de prendre les initiatives, les référendums d'initiative citoyenne. Nous n'avons pas besoin des élus pour prendre des référendums d'initiative citoyenne. Nous sommes en train de nous apercevoir qu'il suffit de prendre les initiatives pour faire voter les autres sur les sujets de nos choix. Et on n'a pas besoin ni des institutions ni des élus pour nous le permettre. On appelle ça des RIC sauvages, et il est question de savoir est-ce que c'est légal ou légitime. Alors c'est illégal, mais on s'en fout. Enfin, je veux dire, si une loi est scélérate, on se fout de ne pas obéir à une loi scélérate. Donc par contre, c'est légitime. Puisqu'il est écrit dans la Constitution, et puisque toutes les nations du monde reconnaissent que le peuple, c'est le souverain c'est le peuple, eh ben le peuple, c'est bien les citoyens, c'est bien. Et quand dans une commune, et ça marche beaucoup mieux dans les toutes petites communes, une petite commune, il y a 36 000 communes. Et sur ces 36 000 communes, il y a 17 000 communes de moins de 500 habitants. Moins de 500 habitants. Mais 500 habitants, il suffit d'être 250 pour être la majorité absolue. Majorité absolue, c'est le souverain qui décide à 250 ou 300 dans cette petite commune, qui décide à 300 personnes de faire ceci ou cela, mais il est le roi, il est le souverain, et c'est à notre portée. Nous sommes déjà en train de penser, de vouloir, on demande rien. Tu comprends, on demande pas à des élus, on demande pas à des institutions. Nous sommes déjà en train, parmi les gilets jaunes constituants dans toutes les communes du pays, nous sommes en train de faire des RIC sauvages. Si tu veux, les RIC sauvages, c'est le nom qu'on donne imagine que nous soyons occupés par les Allemands et on est en train de résister, on est en train de pas faire comme les Allemands ont décidé, voilà. Et ben, là, on est en train d'organiser. Et c'est plus facile avec les RIC qu'avec la démocratie directe. Mais ça viendra, la démocratie directe, après, quoi. Allez, une réponse de moins d'une minute et après. Moins d'une minute. Alors, je voudrais pas qu'on se trompe de débat. Je ne suis pas contre le RIC. Oui, je sais bien. Je suis pour. Bon, donc, pas qu'on se trompe de débat, hein. Oui. Voilà. Encore une fois, RIC, je vote pour. Oui, tu l'as bien précisé. Voilà. Mais surtout, les élections, c'est une question de finesse de stratégie, c'est tout. Les élections, on va les perdre avec les médias qu'on a. Elles sont perdues. Les RIC sauvages n'ont pas besoin des élections. J'ai pas envie de me faire attaquer par les gilets jaunes, alors on va passer aux questions. Bonjour, je suis le numéro 5 malheureux qui était à... D'abord, j'ai des questions dessus. Mais j'en profite sur une petite page de réclame. C'est quoi ton prénom? Didier Gilles Jaune. Ce vendredi 14 juillet à 19h30, à la maison du quartier de Bagatelle, au Irak, il y a un débat sur la convergence entre le quartier populaire et les Gilets jaunes. Voilà, donc j'invite à évoquer tout ce qu'on veut. Voilà, donc ça m'arrête là la question. Justement, pour revenir sur le RIC, actuellement, il y a un RIC, référendum d'initiative parlementaire, qui vient d'être dont le principe a été acté par le Conseil constitutionnel. Donc, il va être mis en œuvre là sur le mois qui vient. Est-ce que d'après vous, ça peut être quelque chose, quelque part, la début de laboratoire pour le RIC, est-ce que ça peut avoir des enseignements à tirer et en tout cas, est-ce qu'on peut en faire quelque chose? C'est une question. Sachant que, par exemple, on peut ne serait-ce qu'espérer que cette histoire-là donne justement de l'appétence et que l'on ait des collectivités qui se mettent partout pour bien sûr se battre contre la privatisation d'AGT. Et que donc, c'était un petit peu comme l'arrivée en 2005 par rapport au projet TCO. C'est vraiment une renaissance démocratique. Et donc, est-ce que c'est possible moyen de créer cette appétence même si c'est sûr que est-ce que ça va être Je reformule juste la question pour ceux qui sont sur Internet, ils n'ont pas le retour. Donc, est-ce que le RIP, c'est quelque part un laboratoire ou un levier? par rapport donc
est-ce que le référendum d'initiative parlementaire, c'est pas un peu une espèce de petit... Est-ce que ça peut être un petit pas vers le référendum d'initiative citoyenne? Non, mais c'était très clair. Qu'est-ce que vous en pensez? Le RIP, c'est l'article 11. Bon, et dans l'état actuel de l'article 11, le RIP ne débouche pas forcément sur un référendum. Donc, si l'Assemblée décide que la proposition qui est faite par le petit groupe, c'est OK, ça passera via l'Assemblée. Bon, alors si ça débouche en référendum, ça peut être intéressant effectivement de voir si les assemblées vont faire en sorte de ne pas s'accaparer ce sujet dans l'objectif de déclencher un référendum. Oui, de ce point de vue-là, ça peut être intéressant de voir comment va réagir la représentation. Je vous suggère de lire ensemble l'article 11. C'est encore un atelier constituant, c'est un atelier lecture. Donc l'article 11, dans la Constitution française, enfin dans la prison française, c'est l'article dans lequel est institué le référendum à l'initiative du prince, à l'initiative du président ou du Parlement. Et c'est dans la prison européenne, donc le TUE et le TFUE, c'est aussi l'article 11 qui institue le faux référendum sans force contraignante non plus. Alors qu'est-ce qu'il est dit dans l'article 11 de la prison française, la prison de 58? Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa, ce qui était l'alinéa qui instituait le référendum à l'initiative du président. Donc un référendum sur le même objet peut, il faut l'entourer ça, peut être organisé à l'initiative d'un 5e des membres du Parlement. Donc ça, c'est pas le peuple, ça, hein, c'est les parlementaires. Donc c'est un référendum d'initiative parlementaire. Soutenu par un 10e, mais soutenu par, c'est pas l'initiative. L'initiative, elle est parlementaire, elle n'est pas citoyenne. Elle est avec l'appui des citoyens, mais les citoyens n'ont pas l'initiative là-dedans. C'est mensonger de parler de référendum d'initiative partagée, ça n'a rien du tout de partagé. C'est le P de parlementaire, pas de partagé. Donc il faut vraiment lire, parce que ce sont des escrocs, ces gens-là. Donc ils mentent. Et c'est tout un art d'écrire une fausse constitution qui ressemble à une constitution. Nous, quand on va écrire, ça va être plus simple. On n'a pas besoin de ces talents d'escrocs. Nous avons juste besoin d'écrire simplement ce qui doit être, et ça, nous sommes capables de le faire. Mais il faut voir le niveau de duplicité. Alors, soutenu par un 10e des électeurs inscrits sur les listes électorales. Si la proposition n'a pas été examinée par les deux assemblées, si la proposition n'a pas été examinée dans un délai fixé par une loi organique, c'est-à-dire par eux-mêmes, le président de la République la soumet au référendum. Alors, la soumet au référendum, c'est l'indicatif, ça veut dire doit la soumettre. En droit, l'indicatif, la soumet, ça vaut comme impératif, doit la soumettre. Mais il ne doit la soumettre que si la proposition n'a pas été examinée. Donc il suffit pour le gouvernement de faire examiner cette initiative que nous aurons mis beaucoup de temps à devenir des millions à soutenir. Il suffit de la faire examiner. Mais examiner, je vous montre, hein, examiner, ça veut dire, faites voir, hein, on examine, voilà, c'est fait. Ça, c'est classement vertical, ça part à la poubelle, et il n'y a pas de référendum. Vous comprenez? C'est du foutage de gueule de A à Z. Donc, ça n'a rien à voir avec le référendum d'initiative populaire. Rien de rien. Alors, ceci dit, c'est peut-être que ça va... Alors, c'est sympa l'allusion à 2005, parce que c'est vrai qu'un référendum nous a permis en 2005 de nous mobiliser, puisqu'il était question de décider. Mais en 2005, on savait qu'il allait y avoir un référendum. Là, on ne sait pas du tout. Christian a raison. On n'est pas sûr du tout. Et moi, je peux vous dire qu'on l'aura pas, le référendum. C'est-à-dire que là, ils nous occupent, on discutaille, ils nous font discutailler. Mais on s'en tartine totalement de leur référendum d'initiative parlementaire. On s'en fout. On l'aura pas. On changera rien avec ça. On ferait mieux de faire des ateliers constituants comme ils le font. On ferait mieux de faire des rics sauvages sur les vrais sujets. Vous en voulez d'autres, des sujets? Vous savez, ce matin, je vous en avais donné 1 ou 2, 3. Le secret défense est placé sous contrôle du Parlement qui peut le lever souverainement. La Cour des comptes surveille tous les pouvoirs. Elle peut poursuivre en justice les responsables politiques dont elle a prouvé les abus. Le secret fiscal n'existe pas.
Le secret fiscal n'existe pas. Un référendum d'initiative populaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec la proposition? Êtes-vous d'accord avec la proposition suivante? Oui, non. Êtes-vous d'accord avec la proposition suivante? Le secret fiscal n'existe pas. La Chambre de contrôle de l'exécutif surveille et peut contester en justice les impôts des 10 000 personnes les plus riches du pays. Les semences stériles sont interdites. Enfin, il y a d'autres sujets que... bon, bref. Il y en a plein. Donc, en gros, en 2 mots, je crois que ça a été clair. Voilà. Question suivante. Je vois pas où est le micro. Numéro 7. Les banques privées, les sociétés par action, la distribution de dividendes sont interdits. Non, il faut le carton numéro 7. Les dividendes sont interdits. Les dividendes sont interdits. C'est pas moi qui ai fait les règles du débat, je précise. La personnalité morale et la responsabilité sont abrogées. On a sauté le 6, non? Seuls sont capables... Si. J'utilise les blancs. Triche. Pierre. Je voulais savoir, le pouvoir qui s'impose toujours par la force désigne tout opposant, toujours violent. Et le discours pacifiste, finalement, ce qui se fait par collaborationniste. Alors, le libertaire de 1920 disait que quand il manifestait pacifiquement, il finissait toujours par être battu ou fusillé. Attends. Et finalement, pas la violence. Mandela aussi disait qu'il n'y a aucune bonté d'âme à rester pacifiste face à un mur de violence. N'est-il pas essentiel d'aujourd'hui de désobéir et n'est-il pas temps de mettre le pacifisme de côté? Voilà, je crois que c'est clair. Alors, je la reformule pour ceux qui sont sur Internet. Finalement, n'est-il pas temps de mettre le pacifisme de côté? Bon, il faut signaler le bouquin de Gelderloos, Peter Gelderloos, Gelderlos, dont le titre est Comment la non-violence protège l'État, et c'est sur l'inefficience des lutte sociale, et qui pour quelqu'un comme moi, et vous êtes sûrement dans ce cas-là parce qu'on est tous formatés par l'école républicaine, par les journaux, les livres, à la non-violence. Moi, je suis complètement pétri de ça. Je n'imagine que des solutions non-violentes. Et quand on lit ce livre, on s'aperçoit que toutes les émancipations sont passées par la violence contre la violence des riches. C'est-à-dire qu'il a fallu résister à la violence des riches par une autre violence, et que, en fait, Gandhi avait derrière lui une armée de gens violents qui s'occupaient du boulot. Martin Luther King avait derrière lui les Black Panthers qui s'occupaient du boulot, et que la non-violence en fait ne suffit pas, et qu'il faut une biodiversité des luttes. Pendant qu'il y en a qui sont non-violents, et c'est nécessaire aussi, il faut qu'il y en ait quelques-uns qui tordent le bras des salauds qui violent le reste de la société, quoi. Il faut. Et ce livre est bouleversant. J'en suis je suis en train de le digérer. Je vous conseille de lire ça. C'est un petit bouquin. Il épuise pas le sujet, peut-être qu'il se trompe sur certains points, mais c'est sûr que les puissants du moment, dans tous les pays du monde, les puissants du moment, les riches qui ont accédé au pouvoir grâce à l'élection, ont un intérêt stratégique décisif pour eux, de leur point de vue à eux, de riches, de 1%, ils ont un intérêt décisif à ce que nous, les autres, les 99%, nous ayons très peur de la violence, nous ayons très peur de notre propre violence, nous ayons peur de nous-mêmes, et que nous renoncions à la violence. Évidemment qu'ils ont intérêt à ça, et donc ils le développent. Ils nous montrent tout un bobard des films sur Gandhi, des films sur Martin Luther King, qui nous montrent que avec la non-violence, on obtient des monts et merveilles. Mais quand on regarde les faits, c'est pas la non-violence qui obtient que les riches rendent une partie de ce qu'ils ont volé. Donc, lisez Gelderloos, vous allez voir, ça bouge, ça déménage. Christian, sur la violence? Alors moi, je ne saurais cautionner des actions violentes lorsque la démarche qui est entreprise peut être faite par des moyens légaux. Lorsque des aspirations, des revendications ne peuvent aboutir par des moyens légaux, ou pire, lorsque on subit une oppression. D'ailleurs, là, je vous renvoie à l'article 1 de la DDHC, qui dit qu'un des 4 devoirs, ou un des 4 droits, je crois, de citoyens, c'est de résister à l'oppression. Bien entendu, si on est opprimé par la force, eh bien, la DDHC, dans son article 1, nous dit que nous avons le droit d'y résister par la force. Bon, alors, je ne sais pas à quoi fait allusion cette question. S'il s'agit de dire que pour obtenir le RIC,
pour une forme de RIC, reste encore à définir la charte, hein, les articles précis du RIC que l'on souhaite, doit être faite par la force. Je ne saurais m'y associer dans la mesure où je pense qu'il y a des fenêtres juridiques dans la Constitution actuelle, aussi critiquable qu'elle soit, qui permettent de faire aboutir le RIC pour peu qu'il y ait une adhésion populaire suffisamment large. N'oublions pas que si on est démocrate, on souhaite quand même que les mesures qu'on propose, surtout si elles sont d'ordre législatif et à plus forte raison constitutionnelle, soient des mesures approuvées par une grande majorité et pas par une minorité agissante. Donc de ce point de vue-là, je ne suis absolument pas favorable à une action violente. C'est très clair. Question. Il faudrait que je souligne quand même que ce que je cherche à faire est non violent aussi, parce que il me semble que l'idée de devenir extrêmement nombreux à vouloir la même chose, ce que j'appelle une cause commune, si nous arrivions à trouver une cause commune, c'est quelque chose qu'il y a en commun entre les gens de gauche, de droite, les abstentionnistes, ceux qui votent, une cause commune, vraiment aux êtres humains, à la plus grande partie des êtres humains. Si nous arrivions à trouver une cause commune suffisamment simple et forte, bien pensée, qui serait capable de tout changer, comme par exemple la volonté d'écrire nous-mêmes la puissance politique dont nous avons besoin pour changer les choses, ça, vous voyez, dit simplement, la volonté d'écrire nous-mêmes, d'instituer nous-mêmes la puissance politique populaire, donc la volonté d'écrire nous-mêmes la Constitution, ça c'est une cause commune. Et si nous devenions extrêmement nombreux à vouloir la même chose, au lieu de vouloir tous des choses différentes, importantes mais différentes, et donc affaiblissantes, comme aujourd'hui, si nous arrivions à polariser nos volontés en étant très nombreux, il me semble que cette insurrection du corps social qui dit « il y en a marre d'être si mal représenté, on veut écrire nous-mêmes les règles de la représentation, et c'est ça qu'on veut », ça serait plus une insurrection, ce serait un corps social qui change de mentalité, qui n'accepte plus la domination des élus, qui veut réécrire les règles, et comme le corps social est en train de se transformer tout entier, c'est plus une insurrection, c'est autre chose. Oui, il y a une révolte contre un monde ancien, mais c'est pas une insurrection, c'est un petit groupe de personnes qui imposent par la force à tout le corps social une mutation, et c'est pour ça que c'est violent. Mais si nous étions très nombreux à vouloir quelque chose, nous l'aurions naturellement et légitimement, et il n'y aurait même pas besoin de violence, parce que la police et l'armée, sentant que c'est pas juste une poignée d'excités, c'est toute une population qui est en train de se transformer et de vouloir ce qu'ils réclament dans la rue. Il me semble que la police et l'armée n'auraient pas le même comportement qu'aujourd'hui, où dans les journaux, dans les télés, on nous présente comme une bande d'énervés, violents, contre lesquels les policiers n'ont pas de mal à se dire il faut les limiter, il faut les empêcher, et parce que dans leur mental, ils ne voient pas la société en train de se transformer. Et donc ce que je dis, c'est que plutôt que faire des manifestations violentes là, qui sont c'est trop tôt. Alors, c'est pas moi qui décide, évidemment, mais il me semble que ce que je vois dans les provinces, et pas dans les grandes villes, ce que je vois dans les provinces et pendant la semaine, c'est-à-dire une activité constituante de fond avec des gens qui vont toquer à la porte des gilets jaunes, qui vont toquer à la porte des non-gilets jaunes en leur disant est-ce que vous voulez bien qu'on parle de référendum initiative populaire, et qui leur explique que les Gilets jaunes sont en train de devenir constituants pour instituer eux-mêmes le référendum initiative populaire, et que les Gilets jaunes ne sont pas ce que les gens voient à la télé. Ce travail de fourmi, commune par commune, s'il y en avait, je vous disais, plus de la moitié des communes, c'est moins de 500 habitants. Si dans chaque commune, donc dans chacune des 36 000 communes, il y a 10 Gilets jaunes, ça suffit. S'il y a 10 Gilets jaunes qui se mettent en tête d'aller toquer à la porte des gens tous les jours, enfin toutes les semaines, d'aller toquer pour aller en voir et en voir encore, vous en avez 32 000, non, 36 000. Vous avez 36 000 fois ces 10 personnes qui sont en train d'aller essayer de convaincre les autres. Nous devenons de plus en plus nombreux à vouloir écrire nous-mêmes le référendum d'initiative citoyenne. Mais on va y arriver de façon pacifique, je pense. Ok, donc le nombre contre pour éviter la violence, en résumé. Oui, voilà, c'est ça. Une question. Alors, je vous rappelle quand même que s'il y en a qui veulent poser des questions et qui sentent qu'ils vont pas passer, vous les écrivez sur un bout de papier et moi je les lirai à la fin. Voilà. Donc, je suis numéro 8 ici, Jacques Joulin. Voilà. Donc, moi, je suis investie dans pas mal de choses, en particulier Alternativa. Alors, quand on parle de cause commune, c'est justement le climat. Puisque le climat et le social, c'est le même combat. Puisque si on est en difficulté actuellement, c'est parce que justement,
On a un développement complètement mal. Et c'est vrai que le prendre de ce côté-là, à mon sens, c'est une manière de se rassembler. Donc, je voulais dire, et c'est bien de le penser, sauf que hier, j'étais encore à la manif des Gilets jaunes, et je ne sais pas s'il y en avait qui avait été, il y avait aussi la Gay Pride qui était dans Toulouse. Et quand j'ai vu le monde qu'il y avait à cette Gay Pride, je me suis dit, bon, mais, et que j'ai essayé de leur parler d'un mouvement qu'on est en train de mettre en place qui s'appelle Toulouse 2031, enfin, je vais vous en parler tout à l'heure, et bien, je me trouvais face à des gens qui ne voulaient rien changer. Ils étaient bien, ils s'amusaient, évidemment, on leur payait des choses, puisque Airbus était bien représenté. Enfin, les gens qui complètement sont en train de détruire le climat. Et ces gens-là ne se rendent même pas compte qu'ils sont qui sont manipulés. Quoi. Donc, pour moi, l'essentiel, enfin, je vais quand même parler de 2031, parce que c'est une manière aussi qu'on a de discuter et de voir les citoyens, puisqu'à Toulouse, on a un petit Macron qui s'appelle Moudenc, qui a voulu faire, qui a montré l'urbanisme et qui a créé l'année dernière un collectif qui s'appelle Toulouse 2030, qui est un collectif qui montre comment on peut urbaniser la ville et comment il faisait de la pédagogie, on sait bien ce que ça veut dire. Donc il y a un tas de collectifs qui se sont retrouvés à travers Toulouse et au-delà, et qui se sont dit non mais on a tous le même problème. Et donc on s'est retrouvés sur le logo Toulouse 2031, c'est pour ça que je l'ai laissé à l'entrée. Et on va faire les débats le samedi 15 et le dimanche 16 à la place de l'Adorable, justement, pour commencer à faire le fait que les gens se mettent à faire de la politique, parce que quand on dit s'occuper de soi, c'est faire de la politique. Et ça, pour moi, je dis comment arriver à toucher les gens. Parce que je veux dire, quand on vous dit je suis bien et je ne peux rien changer, comment on fait? Des remarques? Alors, comment est-ce qu'on fait pour amener des gens à réfléchir aux problèmes de la société? Tout à l'heure, on a parlé d'ouverture, de RIC comme ouverture à la réflexion citoyenne. Moi, j'ai embrayé en disant les assemblées citoyennes locales, c'est aussi des ouvertures à la réflexion citoyenne. Les ateliers constitutionnels ou constituants sont autant d'ouvertures aussi. Je crois qu'il faut multiplier les lieux d'expression citoyen pour que les gens qui sont... Parce que l'exemple, la comparaison avec la Gay Pride n'est pas forcément pertinente, dans la mesure où on peut très bien imaginer que des gens se réunissent venant de toute la France pour célébrer ce qu'ils croient être bien pour les... comment on appelle ça maintenant, les libertés, enfin je sais pas. Bon, c'est pas du tout incompatible, c'est pas du tout incompatible avec la pratique quotidienne et locale de l'expression citoyenne. Voilà, donc c'est ma réponse, c'est un travail de fourmi, mais certainement pas quelque chose de spectaculaire comme un défilé bruyant. Étienne, un commentaire, on passe à la question d'après. Rapide alors. Rapide. Nous avons des problèmes écologiques et nous avons aussi des solutions. Donc en fait, on n'a pas de problème puisqu'on a des solutions. Donc c'est pas des problèmes écologiques qu'on a. Nous avons un problème politique. Nous n'avons pas des problèmes écologiques. Et parce que il y a évidemment une catastrophe écologique qui est en cours. Je dis pas le contraire, c'est pas ça que je dis. Je dis simplement qu'on sait comment il faudrait y mettre un terme. Mais nous n'avons pas que ce problème-là. Il y a aussi une catastrophe qui se passe dans les entreprises. Les gens sont en train de se suicider à France Télécom, ils se suicident un peu partout. C'est-à-dire qu'on a un problème avec le management dans les entreprises. Il y a une espèce de tyrannie cruelle, féroce des managers, qui sont les bras armés des actionnaires, qui sont totalement cyniques, avec une indifférence à la souffrance d'autrui qui est totale. Donc le cynisme est total, et c'est le quotidien de tous les travailleurs. Donc si tu veux, il n'y a pas que le climat, il y a aussi des tas de choses très importantes. Mais si vous voulez, tous ces combats qui me paraissent extrêmement importants, qui sont des théâtres d'injustice et de crimes économiques et sociaux majeurs, ce ne sont pas une cause commune. Ce sont des problèmes avec des solutions
et qui ont un point commun, c'est que les humains qui sont martyrisés de ces différentes manières, les humains et les animaux et la nature qui sont martyrisés, mais les humains qui sont martyrisés ont en commun une impuissance à se défendre. Notre cause commune de tous les damnés de la terre, de tous ceux qui sont maltraités, c'est que nous n'avons pas, nulle part, pas seulement en France, dans tous les pays du monde, nous n'avons pas la puissance politique de résister aux salauds qui sont en train de nous martyriser. Et cette puissance politique, il ne faut pas attendre des puissants qu'ils l'instituent. Ils n'institueront jamais la puissance du peuple de résister à ces mauvais traitements. Donc, je suggère que nous que nous commencions par le commencement, et que pour venir à bout des multinationales et de leurs gouvernements qui sont leurs marionnettes, les multinationales étant principalement les multinationales de l'argent, de la banque, qui ont acheté, enfin les multinationales appartiennent aux banques. Ces gens-là ont acheté les journaux, ils ont donc acheté les acteurs politiques, les députés, les ministres, etc. Et ces gens-là sont en train de se goinfrer et de dévaster la planète aux dépens des populations. Tant qu'on ne s'occupe pas de leur résister sur le plan de l'institution populaire, de la puissance politique du peuple, de leur résister, on discutaille, on bavardouille. La priorité des priorités, c'est d'apprendre à instituer nous-mêmes la puissance politique qui nous manque. Apprendre à instituer nous-mêmes. Je dis pas ça pour pas s'occuper du climat, je dis ça pour que la discussion sur le climat ne soit pas qu'une discussion sans intérêt. Ni vous ni moi, Jacqueline, ni vous ni moi, Jacqueline, n'avons le pouvoir de décider. C'est pas nous qui décidons. Donc quand on discute de ça, c'est comme si on discutait pour rien, c'est pas nous qui allons décider. Depuis 200 ans que nous discutons, nos discussions ne servent à rien parce que nous n'avons pas été foutus, pour l'instant, de penser l'institution de la puissance populaire avant de mener nos discussions législatives. Nos discussions législatives, elles auront un sens après que nous ayons fait d'un processus constituant populaire une priorité, à mon avis. Donc la cause commune, excusez-moi d'insister, je vous ramène comme avec un élastique. Il me semble que la bonne cause commune, c'est plutôt le processus constituant, parce que le combat écologique, il est paumé d'avance si on laisse aux acteurs actuels la possibilité de décider, et c'est ça qu'on fait quand on ne devient pas constituant. C'est clair. Question suivante. Et donc, juste, on m'a fait savoir qu'il restait 12 minutes, donc c'est très court, j'en suis désolé. Je souhaiterais dire juste un complément, ajouter un complément à ce que vient de dire Étienne, sur le fondement duquel je suis tout à fait d'accord. Pour traiter tous ces problèmes extrêmement graves de crise écologique, de problèmes d'inégalité et d'esclavage de l'homme par le biais du capitalisme, il faut effectivement qu'on ait un pouvoir citoyen, mais je ne pense pas justement que le RIC, bien que je ne sois pas opposé au RIC, soit suffisant. La question. Parce que aller chez quelqu'un, des fois ils peuvent se sentir agressés, tandis que si on se met sur un point statique, c'est eux qui viennent à nous et c'est eux qui vont échanger et pouvoir avoir des compléments d'information. Et du coup, je vous conseille à tous de continuer dans cette optique-là d'information. Ok, merci pour cette remarque. C'était pas une question, mais... Un truc important. Juste, je promets de tenir dans 30 secondes. Ce qu'ils font à Saint-Clair-du-Rhône, c'est d'aller toquer chez les gens. Et je comprends que vous ayez peur de vous faire jeter parce que les gens, peut-être, vont se sentir agressés. Leur expérience pratique, c'est que c'est pas le cas. Les gens parce que
quand les premiers mots que vous dites, c'est « Est-ce que vous voulez bien parler du référendum d'initiative populaire ?» Ça, c'est comme un sésame, parce que comme je vous disais tout à l'heure, 80%, même 90% des gens aiment le référendum d'initiative citoyenne, ils le veulent. Donc ça, quand on leur parle de ça, les tout premiers mots, ils ne claquent pas la porte. Ils le font par centaines. Ils le font là. Aujourd'hui, à Saint-Clair-du-Rhône, ils font ça. Ils vont toquer à la porte des gens et ils nous expliquent ça. Vous verrez, il y a d'autres conférences où ils l'expliquent. Leur expérience pratique, c'est qu'ils ne se font pas claquer la porte au nez. Ils ne se font pas mal recevoir du tout. Quelquefois, les discussions durent des heures. Parce que c'est super, parce que c'est bien. Ils sont contents qu'on vienne parler de ça. Et ils découvrent que les Gilets jaunes ne sont pas les monstres qu'ils voient à la télé. Et le sésame pour entrer, c'est référendum initiative citoyenne parce que tout le monde le veut déjà. Question ? Peut-être ça va être... Ah, oui. Numéro 9 ? C'était numéro 9 là déjà. 8, 9, donc 10. Et ça va pas loin d'être la dernière, j'espère qu'elle sera courte. Imaginons qu'on prenne le pouvoir politique, peu importe comment, et qu'on décide de rester dans le cadre constitutionnel. Est-ce que vous avez parlé de l'article 11 et 89 qui nous permettrait d'arriver à une nouvelle constitution? Est-ce que c'est bien vrai, sachant que l'article 11 normalement ne permet pas de réforme constitutionnelle, même si je crois que De Gaulle l'a fait une fois. Et après l'article 89, déjà, il faut que le Congrès, enfin que le Parlement approuve la révision, et accessoirement il peut aussi proposer donc, à la population. Mais surtout, c'est écrit que la forme républicaine ne peut pas être changée. Donc pour la démocratie directe, est-ce que cette stratégie est valable? Et pour le RIC, est-ce que ça l'est aussi? Est-ce que le RIC ne remet pas en cause la forme républicaine de gouvernement? Je vais répondre en premier, peut-être. Alors, il y a deux choses dans l'article 89. Il y a effectivement qu'il faut non seulement l'accord du président, suggestion du président, mais il faut l'accord du Parlement. Donc, une stratégie de changement constitutionnel global passant par l'article 89 nécessite, j'ai dû oublier de le dire, à la fois d'avoir un président de la République qui soit d'accord, mais aussi une majorité du Parlement qui soit d'accord. Bon, ça, c'est très clair. Ensuite, qu'est-ce qui peut bloquer dans le cadre d'une demande de modification constitutionnelle radicale via l'article 89, en supposant qu'au préalable, on ait l'accord du président de la République et de la majorité du Parlement, eh bien, c'est éventuellement le Conseil constitutionnel qui dirait ce que vous nous proposez là est contraire à la Constitution. C'est une bande de vieux grigous. Or, ça. À la lecture de la Constitution, on n'a pas pour ce qui concerne le contenu de la révision constitutionnelle, on n'a pas de limitation, comme par exemple en Suisse, où il faut une unité de matière, ou certains domaines de la Constitution qu'on n'a pas le droit de toucher. Il semblerait bien que la révision constitutionnelle en France ne soit pas limitée textuellement dans l'article 89. La seule phrase, effectivement, que vous avez eu raison de citer, c'est la dernière phrase de l'article 89, qui dit que la forme républicaine du gouvernement ne pourrait pas être mise en cause par la révision constitutionnelle. Ça veut dire donc que si le Conseil constitutionnel s'opposait au prétexte de non-constitutionnalité d'une proposition de révision radicale de la Constitution et par exemple d'une Constitution nouvelle, c'est-à-dire qui change pratiquement 80% des articles de la Constitution actuelle, il ne pourrait le faire qu'en arguant que ça met en cause le caractère républicain du gouvernement. Alors là, effectivement, il pourrait le faire. Ça déclencherait une polémique assez énorme dont je ne suis pas sûr que la représentation sorte vainqueur. Voilà. En tout cas, même si la polémique était déclenchée, ce serait déjà un séisme politique suffisamment important pour que nous souhaitions pouvoir le déclencher. Sur l'article 89, la dernière phrase de la Constitution, puisque l'article 89 c'est le dernier article de la Constitution, c'est la forme républicaine du gouvernement ne peut pas faire l'objet d'une révision.
C'est ce que je viens de dire. Oui, tout à fait, mais je le répète pour comprendre ce que je vais dire. Nous, dans nos ateliers constituants, on rajoute à cet article, sauf si c'est pour instituer une vraie démocratie. Donc l'article complet, une fois qu'on l'a modifié, nous, c'est « La forme républicaine du gouvernement ne peut pas faire l'objet d'une révision, sauf si c'est pour instituer une vraie démocratie ». Je souligne une phrase de Condorcet qui est formidable, qui est « Une génération ne peut pas assujettir à ses lois les générations futures ». Il n'y a aucune raison, tous les gens qui ont écrit la Constitution de 58 sont morts. Et tous ceux qui l'ont voté, pratiquement, sont en voie de mourir ou déjà morts aussi. C'est-à-dire qu'en fait, les vivants sont gouvernés par les morts. Il n'y a aucune raison que vous acceptiez d'être dominé par ce texte qui a été écrit par des gens qui sont morts. Vous devriez revendiquer l'écriture d'un nouveau contrat social qui serait le vôtre. Vous devez revendiquer dans votre tête. Mais c'est une question. Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Quand vous vous mettez à penser comme ça, vous vous relevez et ils ne pourront pas nous résister. C'est impossible de résister à cette phrase. Une génération ne peut pas assujettir à ses lois les générations futures. Ce texte a été écrit par des gens qui ne sont plus. C'est chacun son tour. Et c'est à nous d'écrire le nouveau contrat social. Et il n'y a rien pour se mettre en travers. C'est irrésistible. Sur le plan de la philosophie, par l'armée, vous envoyez l'armée, bon, ça c'est la loi du plus fort. Mais sur le plan de la philosophie politique, nous sommes légitimes à devenir constituants, à être constituants. Pas à demander à l'être. Nous sommes légitimes à le devenir. Non. Ok, bon en tout cas je pense que ça fait une bonne conclusion. Je suis vraiment désolé pour les gens qui avaient encore des choses à dire. Moi on me dit 12 minutes là-bas, il y a 12 minutes. Donc voilà, j'essaye de faire au mieux. N'oubliez pas, ceux qui veulent écrire les questions sur un bout de papier, on les lira à la fin. Donc voilà, peut-être le temps de les récolter. Et puis il va y avoir quelques annonces, voilà. Mais on les lira à la fin. Je voulais faire une suggestion pour les questions qui restent, c'est qu'elles nous soient communiquées et avec une adresse mail de réponse et qu'on puisse répondre, Étienne et moi, à ces questions. On peut essayer de faire ça. Hein, voilà. Je voudrais juste vous donner un message d'espoir. Les médias nous rebattent les oreilles avec l'idée que le mouvement s'essouffle, que nous sommes de moins en moins nombreux, qu'il n'y a plus personne dans les manifs. Alors c'est sûr que dans les manifs, je comprends qu'il y ait moins de personnes parce que moi, j'ai peur d'y aller. C'est-à-dire que j'ai peur de me faire éborgner, de me faire mutiler, arracher une main, emprisonner, ficher S, que sais-je encore. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en visitant, moi je vois des gilets jaunes tout le temps, et je vois des gens qui n'ont jamais été aussi déterminés. Ils étaient déjà très déterminés, ils ont déjà passé tout l'hiver, sous la pluie, dans le froid, dans le vent, même la nuit. Donc ça c'est fait, et ils n'ont pas du tout l'intention de lâcher. Ils sont moins visibles, parce que dès qu'ils sont visibles, on les punit, on les martyrise, mais ils sont toujours là, super motivés. Et vous savez, quand il y a un flux, il y a tout le temps un reflux, puis à nouveau un flux. Faut pas se laisser impressionner par les vaguelettes. Il y a un mouvement de fond qui est en train de se faire. Là, il y a quelque chose qui va pas reculer. La prise de conscience des gilets jaunes constituants, là, elle est, en plus, elle est mondiale. Elle est en train de se répandre. En Algérie, c'est impressionnant, quoi. Hein. En Algérie, ils sont dans les rues plus que le corps électoral. Et ils sont en train de devenir constituants. Le premier atelier constituant qu'ils ont fait, le premier, vous savez, où nous, on était 3 ou 4, eux, le premier atelier constituant, ils étaient 1000. Le gars complètement débordé. Et donc, la transformation, elle va avoir lieu. Le fait que quand vous parlez à quelqu'un, vous avez l'impression que ça germe pas tout de suite. Vous lui parlez de constitution, de RIC, tout ça, il a l'air de s'en foutre. Vous diriez que c'est foutu, ça va pas marcher. Détrompez-vous. Ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de semer une graine. Une graine. Une idée, c'est comme une graine. Et comme une graine, ça germe pas tout de suite. Vous savez, les graines, quand vous les plantez, ça pousse pas tout de suite. Ça donne pas tout de suite un arbre. Ça se passe pas comme ça. La graine, vous regardez, vous revenez le lendemain, ça n'a pas bougé. Le surlendemain, ça n'a pas bougé. Pendant des semaines, ça bouge pas. On dirait que c'est mort. C'est pas mort du tout. C'est pas mort du tout. Ça va germer quand ce sera le moment. Et c'est pas votre boulot de faire que ça germe. Votre boulot, c'était de mettre la graine. Et après ça, la graine, elle se débrouille. Et ce qu'il faut surtout, c'est semer des graines. Ce qu'il faut, c'est que vous alliez voir les gens et que vous leur en parliez. Oui, c'est pas facile d'aller voir des gens qui vous ont pas invités, il faut aller les voir, malgré le fait qu'ils vous ont pas invités. Mais ça va tout changer, parce que si on est tous des semeurs de... Là, moi, je viens de Marseille, c'est loin,
et je sème des graines autant que je peux, et s'il faut qu'on fasse tout ça, voilà, on fait tout ça. Alors moi, je vous parle à quelques dizaines, centaines, quelquefois milliers de personnes, puis vous allez le faire à quelques dizaines de personnes, mais si on fait tout ça, on va bientôt être tous à vouloir devenir constituants. Et ça va se passer quand ça devra se passer. C'est pas parce que vous savez pas quand ça va se passer, ni à quelle occasion, ni vous comprenez pas bien avec quelle procédure. Moi, je vous dis, si vous faites ça, si vous semez des graines partout, il faut qu'on écrive nous-mêmes la Constitution. Il faut pas élire l'Assemblée constituante, il faut écrire nous-mêmes la Constitution. Vous semez cette graine-là, elle va germer. Et c'est pas parce que vous le voyez pas tout de suite que ça va pas se passer. Ça va se passer parce que les idées germent quand elles doivent germer. Et merci pour ce que vous faites. Merci. Alors, c'est la fin du débat. Donc voilà, merci de votre attention. Merci, bravo à nos deux interlocuteurs quand même, vous pouvez les applaudir. Un grand merci à la régie, à la technique, comme d'habitude, ils font un beau travail. Merci à tous ceux qui ont organisé ça, c'est épatant. Gilda, Cyril, tout ça. Merci. Merci à tous les bénévoles qui nous ont aidés. Hein. En fait, faut savoir, on est tous bénévoles. Ici, il n'y a pas de subvention. On a moins de subventions que, par exemple, à d'autres manifestations dont je ne vais pas dire le nom. Mais toutes, finalement, enfin, beaucoup en tout cas. Voilà, moi j'ai fini mon travail. J'espère que j'ai bien fait le boulot, même si la forme... la préparation, tout ça, c'était un peu difficile. Hein. Moi, j'ai un peu pris le train en route. J'ai pris les choses comme ça. J'espère que j'ai fait ce pourquoi les Gilets jaunes m'ont entre guillemets mandaté, que j'ai répondu à vos attentes. Très bien. Merci.